Après 349 jours sans jouer, Rafael Nadal revient pour claquer le boule proéminent de Dominic Thiem à Brisbane. Un test convaincant dont on va analyser les moindres recoins dans cette vidéo, on va essayer d'aller le plus loin possible avec les éléments dont on a à disposition, et en fin de vidéo, je vous propose même de répondre à une grande question, est-ce que Nadal va remporter un grand chelem en 2024? Avant ça, deux choses. Bonne année les GOAT, et cette vidéo est sponsorisée. Mon très cher GOAT, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Mais alors, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel super utile qui te promet une navigation blindée sur internet. En gros, CyberGhost VPN te protège du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en ligne en cryptant efficacement tes données. En plus de ça, grâce à CyberGhost VPN, tu peux accéder à du contenu géobloqué, c'est-à-dire que tu peux regarder Wimbledon sur la BBC gratuitement depuis la France sur un serveur anglais. Je te dis ça, petit tuyau, garde-le pour toi. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni et même au Japon. Tu peux aussi t'offrir par exemple YouTube Premium pour 1,50 € par mois en te connectant à une IP argentine, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et te donne un accès illimité à YouTube Music. Ils ont en plus une politique très stricte, pas de collecte ni de partage de tes données. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour que tu puisses faire croquer ta famille, tes amis et ton voisin. CyberGhost VPN est disponible sur Android, sur iOS, sur Windows, sur toutes les plateformes que tu veux. Il est utilisé par 38 millions de personnes. Il a 5 étoiles également sur Trustpilot, c'est donc l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. C'est la régalade. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te propose leur meilleure offre, seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. Alors n'hésite pas mon très cher GOAT, et fais-toi plaisir. Allez, on attaque avec l'analyse du match entre Rafael Nadal et Dominic Thiem, ce premier tour à Brisbane. Un ATP 250 certes, mais un retour qui était super attendu, pas mal d'émotions, pas mal d'attentes aussi par rapport à ce retour de Rafa, on l'a vu à l'entraînement ces dernières semaines, et ça bruissait, on avait des feedbacks de Andy Murray, d'Holger Rune, Arthur Fils aussi qui s'entraînait avec lui au Koweït, ça frappe fort. Ça frappe fort, ça joue bien, alors on avait des questions sur le déplacement, ça c'était important. On a eu aussi ce retour de, il frappe plus fort en deuxième balle. On va voir si c'était le cas sur ce match face à Dominic Thiem. Et je voulais vous montrer cette image avant la rencontre, le clan, la garde rapprochée de Rafa qui était présente. Alors la famille bien sûr, avec la femme de Rafa et son papa. Mais on voit aussi son clan historique, alors il y a Marc Lopez, il y a également Carlos Moya, donc vraiment on est là pour bosser dans la bonne humeur, c'est super important, on l'a vu d'ailleurs disputer un match de double avec Marc Lopez qui est sorti de sa retraite, ils ont perdu au premier tour Rafa et Marc Lopez, donc on a ça, on a cette bonne humeur, on a cette ambition aussi, on le sent, Rafa il revient pas à 37 ans en étant papa pour juste faire des deuxièmes semaines en Grand Chelem. Non, il y a une véritable ambition d'aller remporter un 23e majeur. J'en suis convaincu, c'est une année super importante en plus avec les Jeux Olympiques. Et qui dit retour de Rafa, dit retour des sempiternelles routines. Elle nous avait manqué celle-là, la disposition des serviettes avant les matchs, à droite et à gauche, le tirage de Ray, les bouteilles également. Bon bref, rien n'a changé, il a 37 ans Rafa et on va pas le changer maintenant. Mais surtout, ce que je voulais discuter avec vous, c'était les proportions, l'état physique de Rafa. Et je trouve qu'il est un petit peu perdu au niveau du bas du corps surtout, les fessiers, les jambes, comparé avec des images de 2021 où il remplissait complètement ses shorts. Là, je trouve que visuellement, il est un peu plus fit. Le haut du corps, on l'a vu à la fin du premier set, très musculeux comme toujours, c'est un joueur en force, Rafa, mais j'ai l'impression quand même qu'il a perdu un tout petit peu de masse. Allez, passons sur le volet le plus important, le volet stratégique, la tactique, les orientations tennistiques de Rafa qu'il a montré directement là à Brisbane sur ce premier match. Déjà, il n'y avait pas de rond. Assez peu de lift sur ses coups droits, sauf dans le deuxième set où il a essayé d'insister davantage sur le revers de Dominic Thiem, mais un peu à l'image de ce qu'il avait montré à l'Open d'Australie en 2022, il a aplati les trajectoires en coup droit dès qu'il a eu l'occasion de le faire. C'était premier coup, deuxième coup, troisième coup après le service. On a trouvé des trajectoires extra rectilignes pour tenter des coups gagnants et laisser Dominic Thiem assez loin de la balle. Avec cette palette, vous avez forcément des réminiscences de toute la carrière de Rafa, donc cette position en coup droit, quand il est un petit peu en décalage, tu sais que tu vas jongler. Mais là, étonnamment, je trouve, sans trouver une zone super agressive, il va réussir un coup gagnant dans le replacement de Thiem, justement avec ce coup droit en punch, très à plat. On a revu ensuite le ralenti, il y a quoi? Il y a 20 cm, 30 cm avec le câble. Donc vraiment, cette modulation, cette orientation typique
du Rafa sur dur. Donc déjà là, on est dans un mood où on va essayer d'être performant tout de suite sur cette surface sans se réinventer. Il sait ce qu'il doit faire Rafa, il peut pas envoyer des moonballs, des gros lifts en permanence sur dur. Donc là, on a déjà, je trouve, un Rafa qui est efficace, qui revient sur ses schémas traditionnels sur la surface. Un autre point très important pour nous à observer dès ce premier match de reprise, c'était les courses, les temps de réaction, les petits pas, les réajustements, les contre-pieds également, et on a eu déjà beaucoup d'indices qui ont été livrés sur cette première rencontre. Ici, Team qui a essayé dans le premier set de distiller quelques petites amorties pour tester Rafa, et là je trouve que la course est un poil lourde. Si vous la revoyez en détail, on sent qu'il s'économise parce que l'amorti n'est pas forcément super bien touché, donc il sait qu'il n'a pas besoin de se dépouiller non plus pour y arriver méga tôt, et puis on a le coup de patte qui va parler, donc toujours cette petite main, ce QI tennis de Rafa qui a longtemps été sous-estimé, mais maintenant tout le monde a capté que c'était un génie absolu du tennis. Course vers l'avant, un peu lourde, un peu pataude, même si toujours cette envie, cette grinta, ce dynamisme. Les courses latérales, pas mal, franchement pas mal, superbe ici dans cet enchaînement d'essuie-glace à gauche et à droite, et surtout cette main défensive, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire les courses, mais vous devez avoir une main défensive, vous devez avoir cette capacité, avec ici par exemple un slice très intéressant, très fusant, d'arrêter l'hémorragie, d'empêcher l'adversaire de vous déplacer. Il y a encore un point d'interrogation, est-ce que Rafa va être capable comme ça de défendre sur plusieurs points consécutifs sur 1, 2, 3, 7? Il n'a pas été testé encore là sur cette première partie, mais voilà, quand il a été on va dire challengé avec quelques petits essuie-glaces de temps à autre, il a été capable de tanker tout ça. Un point peut-être un peu plus problématique du côté de Nadal dans la première manche, c'est sur les services de Team, mais également sur les reprises d'appui côté revers. C'était un peu lourdeau. On a senti qu'il y avait... Alors, c'est paresseux, c'est pas forcément le bon terme, mais vous comprenez l'idée. Il n'a pas toujours fait les efforts, il a essayé de faire ça avec le bras, mais le gainage était un poil insuffisant. Alors, je sais pas s'il était en contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il voulait pas non plus se livrer à fond. Et on le sait en plus ces dernières années, il a eu des problèmes aux côtes, aux abdominaux, aux obliques, donc c'est une zone qui, quand elle est sursollicitée, elle peut exploser. Donc là, on n'avait vraiment pas envie, évidemment, de se craquer dès la première opposition. Je vous montre une autre palette là-dessus, et il faudra voir si ses prochains adversaires arrivent à exploiter cette faille. Donc attaquer vraiment très très fort côté revers, essayer de le déplacer côté revers, le faire défendre côté revers, c'est une stratégie que Novak avait mis en place à Roland Garros, essayer d'ouvrir les angles au maximum, et là on voit, il fait pas l'effort, Rafa, il est tout raide, c'est une balle qui va partir en longueur. Par contre, disons-le clairement, quand vous jouez sur le corps, alors bien se masser les tempes, bien se mouiller la nuque, ne jouez pas sur le corps de Rafa. Si vous m'écoutez les futurs adversaires de Nadal, ne jouez pas sur son corps, faites-le courir. Parce que là, la balle, elle arrive pile poil sur son corps, et ce mec, il a des appuis, c'est un tank. C'est Tortank, le gars. Le revers court croisé, juste avec le passage de bras, il n'y a pas de stress, il n'y a quasiment pas d'effort, mais c'est le transfert, c'est la fluidité, c'est son extrême galbe, sa puissance qui fait la différence. Et dans ce jeu, justement, il va réussir à breaker. Après sa 4e balle de break, Team n'en a eu aucune sur l'ensemble de la partie. Ça aussi, c'est un bon indicateur du côté de Rafa Nadal, mais on a ce fléau du côté de Team à chaque fois. Depuis son retour, il essaye de revenir, mais tu peux pas te permettre de faire ces 5-6 fautes en coup droit par set à chaque fois. Alors quand ça arrive à 30-0, ça va. Quand ça arrive à 45, ça va. Mais ça arrive aussi sur des moments chauds, importants. Et là, malheureusement, il va donner le set. Nadal qui a été plutôt bon au service, un compartiment qu'on devait observer également. Alors, je trouve pas qu'il ait frappé beaucoup plus fort ces deuxièmes balles par rapport à d'habitude. Il était à 150, 160. Mais il a même frappé des premières balles dans ces eaux-là, dans les 150, 160, avec côté avantage, ce service très fuyant, extérieur slicé sur le revers de Dominic Thiem. Alors, je pense qu'il a mis en place cette stratégie particulièrement parce que c'est un revers à une main en face, mais de toute façon, le revers slicé côté avantage de Rafa, c'est une de ses armes fondamentales. Je trouve par contre, même s'il a de superbes statistiques au service, il est à 90% derrière sa première, 80% derrière sa seconde. Les zones, à part le service slicé, je les ai pas trouvées dinguissimes. Vraiment, il a tendance à servir ici, là, un peu au milieu du carré. Alors parfois c'est bien, c'est sur le corps, c'est un service qui est très bon, surtout quand le relanceur est proche de sa ligne de fond, comme Dominic Thiem. Mais quand on compare avec les zones, par exemple, au hasard de Novak Djokovic, il y a un monde d'écart entre les deux. Après le gain de ce premier set, Nadal va dérouler son câble, surtout grâce à l'aide, disons-le clairement, de Dominic Thiem. Une double faute ici, 2 énormes fautes en coup droit, en longueur. Sans piternel problème avec lui, et je pense que c'est pour ça qu'il pourra pas revenir top 20, top 30, parce que tant qu'il n'arrive pas à solutionner ça,
il pourra pas revenir parmi les meilleurs, c'est impossible. 7-5, 6-1, c'est le score final de cette reprise pour Rafa, et une dernière palette pour vous, c'est le QI tennis de ce gars qui est exceptionnel, qui est ahurissant. On sent que Thiem est en train de craquer côté coup droit, et il va l'exploser ensuite côté revers. Nadal dans la deuxième manche avec des insistances à 3, 4, 5, 6 frappes sur le revers de Thiem. Donc là, il y a tout le château de cartes qui va s'effondrer dans la deuxième manche. Cette espèce de double stratégie, il l'avait déjà montré face à Matteo Berrettini en demi-finale de l'Open d'Australie 2022. Je vous invite à revoir la vidéo, je vous avais vraiment fait un grand détail là-dessus à l'époque. Et donc là, par exemple, là, typiquement, Thiem, il est en train de craquer côté revers, il va lui disposer un magnifique revers ici qui va vraiment faire mal. Alors, quels enseignements tirer de ce premier match de Rafa, cette reprise après 349 jours sans jouer? Bah déjà, la réponse, elle est dans la question. Le mec a pas joué depuis 1 an. Et il propose un niveau de jeu qui est quand même super intéressant, je trouve. Hein. Ça a été un super match de reprise, disons-le clairement. Thiem était excellent dans la première manche. On a vu un très bon match de tennis avant que ça explose quand même un petit peu dans la deuxième manche. Il va engranger de la confiance. Je trouve qu'au niveau du QI tennis, de la shot selection, il a quasiment rien perdu, ce qui est hallucinant pour un gars, encore une fois, qui a pas joué depuis 1 an. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Hein. C'est assez terrifiant. Ce qui va être important pour lui, c'est la recherche de continuité et de confiance sur la suite du tournoi de Brisbane, mais également avant son arrivée sur terre battue, parce qu'on sent que c'est clairement là le point névralgique de sa saison 2024, de son retour. L'idée, ça va être de rester en bonne santé, c'est impératif, de pas se reblesser. Même une petite blessure de 2-3 semaines, hein, il faut pas qu'il se reblesse, parce que là, après tous les efforts fournis, et c'est un joueur qui a quand même été souvent blessé dans sa carrière, là il a besoin d'enchaîner, il a besoin de continuité. La grande question également pour lui, ça va être comment va-t-il construire sa saison jusqu'à juillet? Est-ce qu'il va prioriser vraiment la terre battue après ce petit cycle d'Open d'Australie et de Brisbane pour essayer de retrouver de la confiance? Est-ce qu'il va faire la tournée sud-américaine sur terre battue, par exemple, en février? Voilà, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Il y a aussi une question super importante. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2022. Rafa, il s'est laissé griser, clairement. Il a trop joué sur le premier semestre 2022 parce qu'il gagnait beaucoup, parce qu'il était dans un cercle vertueux. Mais il faut pas reproduire cette erreur en 2024. S'il se met à, par exemple, entre guillemets, alors c'est un scénario évidemment qui est super positif, mais s'il se met à trop gagner, à trop jouer, attention, là, il va falloir bien calibrer son calendrier, ça va être super important, mais dans tous les cas, voilà, pour répondre à l'interrogation globale, pour moi, là, il est en avance sur les temps de passage, je pensais pas qu'il pourrait jouer comme ça dès son match de reprise à ce niveau-là, c'était quand même assez impressionnant. Alors c'est pas dit qu'il fasse la même chose au deuxième tour, au troisième tour, et même à l'Open d'Australie, hein. Attention, c'est la photographie d'un seul match de tennis, c'est ce qu'on est en train d'analyser dans cette vidéo, et je sens en plus qu'il a une marge de progression. Même si la shot selection, je vous l'ai dit, elle était globalement impeccable, mais dans les déplacements, dans la retenue, on l'a senti sur la retenue, un côté revers, sur les reprises d'appui, sur la défense côté revers. Je pense que là, il n'a pas essayé de se livrer à 100% non plus, donc dans les meilleurs matchs, quand il faudra être à 100%, il pourra augmenter le curseur d'un ou deux niveaux, c'est clair, et quand on regarde le match dans son intégralité, Rafa, il a joué à minima top 15. Aujourd'hui. C'est hallucinant. Certains moments de la partie, même top 10, franchement, sans rougir, quoi. Donc, il y a de quoi être positif. Pour répondre à la question du début de la vidéo, est-ce que Rafa peut remporter un grand chelem en 2024? Pour l'instant, c'est trop tôt. Vous comprenez bien qu'après un seul match, on n'a pas les garanties physiques, on peut pas vraiment juger de est-ce qu'il va réussir à enchaîner 7 matchs en 3 sets gagnants sur 2 semaines. Ça, c'est impossible de répondre à cette question pour l'instant. Ce serait vraiment mettre la charrue avant les bœufs que de dire oui ou non, mais voilà, des signaux qui sont positifs. Je trouve qu'il est vraiment en avance sur les temps de passage, et si vous êtes fan de Rafa, et même globalement si vous êtes fan de tennis, eh bien je crois que Rafa a encore quelques matchs bien sympas dans la besace, et cette saison 2024 risque d'être particulièrement intéressante.